va parler à présent de la question des carrières, des facteurs de production des inégalités, ce fameux peut-être plafond de verre, avec une sociologue, directrice de recherche au CNRS, c'est Sophie Pochic. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour agir sur le plafond de verre, une des premières actions, comme vous l'avez fait d'ailleurs, c'est de mesurer les écarts de carrière et de rémunération afin de contrer l'illusion de l'égalité et même parfois le déni qui est quand même porté par pas mal d'hommes qui ont l'impression que le problème est résolu maintenant. Beaucoup pensent que la promotion, ça repose que sur des qualités personnelles. Le mérite, le talent, l'engagement, que le sexe de la personne ne compte plus, c'est pas vrai. Ou alors que les femmes sont un peu responsables de leur situation, elles ont une orientation un peu plus famille notamment. Donc la féminisation des cadres, parce que désormais elles sont 42% de la catégorie pour l'entreprise, le relatif accès au premier poste à responsabilité, ça participe de cette impression qu'il y a une égalité qui est déjà là. Mais il faut faire attention, derrière chaque indicateur statistique, il y a des conventions, il y a une vision un peu partielle et simplifiée de la situation. Faire une régression pour expliquer par des facteurs structurels, ça ne veut pas dire justifier. Comme on l'a montré notamment dans un ouvrage qui s'appelle « Quantifier l'égalité au travail », pub. Donc, par exemple, un indicateur dynamique, c'est préférable. Regardez un écart sexué de taux de promotion annuel, ou encore mieux, des études de cohorte, avec des profils au départ similaires, à un indicateur de stock. Parce qu'un indicateur de stock, comme par exemple un des indicateurs de l'index, nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations ou parmi les cadres dirigeants, ça peut camoufler des flux différenciés, avec un turnover plus important des dirigeantes qui prennent plus facilement la porte, ce qu'on appelle un glass cliff, ou alors des flux segmentés. Dans votre organisation, il y a toujours un plafond de verre en interne, mais on va recruter dès l'externe des dirigeantes. Donc, et aussi, parfois, un escalator de verre, qu'on connaît moins comme expression. Les hommes minorités numériques dans les secteurs d'emploi féminisés ont un avantage structurel statistiquement vérifié. Donc, une fois que vous avez les chiffres, ensuite, il faut les analyser, les interpréter à partir des études qui existent. Puisqu'il y a on ne sait pas concerter, mais de multiples causes, et notamment le sexisme, la parentalité, mais aussi des facteurs organisationnels. Et ensuite, il existe, vous avez dit 1000, en tout cas une palette de dispositifs envisageables pour soutenir l'égalité dans chasse à la carrière. Mais je vais faire très simplificateur. En gros, il y a un peu deux philosophies. Première philosophie, soutenir les femmes cadres pour qu'elles arrivent à se conforter à une norme androcentrée de la carrière et de la rémunération, c'est-à-dire une norme qui a été construite au masculin neutre. Et c'est beaucoup de politique. Inciter les jeunes femmes à prendre des postes techniques, notamment dans les secteurs à forte progression de rémunération et de carrière, la finance, le numérique, l'industrie, alors que la socialisation de genre les amène vers d'autres diplômes, les écoles de commerce, les diplômes universitaires, droit, psycho, biologie. Compenser le sexisme ambiant qui les amène, ça c'est très important votre critique de l'autocensure, qui les amène progressivement à douter de leur légitimité et de leurs compétences par des formations de type développement personnel pour apprendre aux femmes à être des hommes, à savoir s'imposer, prendre la parole, négocier, faire du marketing de soi, etc. Mais aussi, évidemment, former les comités de carrière, les recruteurs, à lutter contre leur propre sexisme. Inciter les femmes à négocier, à candidater aux promotions, aux formations continues extrêmement visibles comme les MBA, et puis obliger les responsables, les cabinets de recrutement ou les chasseurs de tête à présenter aussi des candidates. Et dans l'idéal proportionnel au vivier. Et enfin, compenser, alors la question du vendredi soir, moi je parle plutôt d'homophilie, c'est-à-dire en fait, c'est plus joli, tous ces réseaux de sociabilité informelle masculine qui se créent parce qu'ils ont des parcours et des formations similaires, des centres d'intérêt, de loisirs communs, le foot, le golf ou les jeux vidéo, ça dépend des générations, par
des réseaux au féminin qui sont, vous le savez, ça s'est développé depuis les années 2000, des espaces de réseau entre pairs, de solidarité, mais aussi d'espaces de conscientisation, des espaces bienveillants où tout d'un coup on se rend compte que son problème personnel est plus collectif, voire politique. Et ça peut être d'autant plus important en cas de conflit avec sa hiérarchie, en cas de réorganisation ou de mobilité externe. Donc cette philosophie, pousser les femmes dans des règles du jeu toujours au masculin, la version maximale, c'est les quotas. C'est imposer une femme sur un poste, sinon sanction. C'est la philosophie de la loi Copé-Zimmermann ou de la loi Rixin. L'avantage de ces outils, qui sont coercitifs, c'est que c'est des résultats à court terme, immédiats, sans coût. Vous remplacez une femme par un homme, éventuellement même elle est moins chère. Ça a un effet de rôle modèle et peut-être un effet de ruissellement qui est plus hypothétique. Et on a fait une enquête dans un ouvrage, deuxième publicité, qui s'appelle Le plafond de verre et l'État, qui montre que désormais les quotas sont acceptés comme un mal nécessaire par les femmes très diplômées en milieu ou fin de carrière. Particulièrement les énarques, les polytechniciennes, qui, elles, font des expériences expérimentales où elles peuvent comparer que, à appétence, profil et compétences égales, eh bien, elles ont moins de chances de progression de carrière. Les quotas sont désormais aussi soutenus par les grands patrons, qui peuvent se présenter comme ça, je vous l'ai dit, à peu de frais, comme des patrons modernes et égalitaires. Ça a un effet très positif sur leur réputation. Et ils peuvent même faire un usage stratégique de ces nouvelles collaboratrices, renouveler, rajeunir, internationaliser leurs équipes. Par contre, il y a de nombreuses réserves qui sont évoquées par qui ? Par les hommes. Notamment les hommes en dessous, leurs collaborateurs, parce que objectivement, ces quotas peuvent réduire leur propre perspective de promotion. Et alors, vous allez avoir un nombre d'arguments très importants, c'est depuis le début des débats sur la parité, c'est que ça serait des entorses à la méritocratie et à l'universalisme. Cependant, note positive, il y a des effets d'âge, de génération ou d'expérience. Certains les soutiennent au final, notamment quand ils ont expérimenté qu'une femme brillante très proche d'eux se confronte au plafond de verre, notamment éventuellement leur mère, mais surtout leur femme et désormais leur fille. Donc, je voudrais faire deux petits bémols sur les quotas. Ça a quand même un petit effet, c'est pas tant pervers que induit. Ça risque de créer une égalité à deux vitesses. Vous avez une féminisation beaucoup plus rapide en haut de la pyramide et beaucoup plus lente dans les niveaux intermédiaires. Surtout si on continue à donner une prime aux grandes écoles d'ingénieurs qui sont beaucoup moins féminisées et qui se déféminisent actuellement. Et surtout, ce sont des actions qui sont focalisées sur l'accès au dernier cercle de la petite minorité des cadres dirigeants, où en fait, on fait entrer des femmes sorties des mêmes écoles d'élite et qui se sont virilisées, en fait, non pas dans leurs habits, mais dans leurs habitudes de travail, alors qu'il existe des plafonds de verre au pluriel. Notamment, le APEC le sait, dans le passage à cadre, la probabilité pour les techniciennes de devenir cadres en cours de carrière, mais aussi, c'est moins souvent cité, l'accès des femmes issues de minorités aux postes de direction. En France, la lutte contre le sexisme est beaucoup plus avancée que la lutte contre le racisme, alors que dans d'autres pays, comme le Royaume-Uni et les États-Unis, les politiques de diversité et d'inclusion pensent les deux ensemble. Deuxième autre philosophie, si j'ai le temps, c'est très court, c'est aller un cran plus loin et repenser l'organisation du travail pour débusquer toutes les sources de discrimination indirecte, voire créer des normes de carrière au féminin neutre. Alors, je ne connaissais pas l'idée de la pensée sur le modèle de la mère célibataire, mais c'est un peu ça, en fait. Et au final, étonnamment, beaucoup d'hommes vont en bénéficier, notamment les pères. Donc, premièrement, ne pas survaloriser les métiers à prédominance féminine. L'ingénierie, la finance, le numérique, qui serait la voie royale et unique pour accéder aux postes à responsabilité. Et revaloriser d'autres métiers à prédominance féminine qui peuvent être utiles pour diriger une entreprise, le droit, l'environnement, les ressources humaines ou la communication, afin d'avoir des équipes de direction plus diverses en termes de parcours et d'origine. En plus, petit bonus, les femmes dirigeantes sont beaucoup plus sensibles aux questions d'égalité et d'environnement. Ne pas faire semblant que le travail reproductif, le travail domestique, le travail parental, plus largement le travail d'aidance de personnes dépendantes et vulnérables ou handicapées, n'existe pas.
il est invisible parce qu'il est réalisé actuellement par des femmes. Donc ce travail gratuit doit être absolument intégré, et donc ça veut dire protéger les femmes en retour de congé maternité contre le risque de stagnation salariale, mais aussi placardisation ou licenciement. Privilégier la qualité du travail à sa quantité. Ne pas évaluer la performance à la présence. Et là, c'est donc tout un travail, un changement culturel, et aussi autoriser des aménagements horaires plus souples et du télétravail ponctuel qui favorise l'articulation travail-famille tout en étant attentif aux effets pervers d'un télétravail trop important où l'on devient moins visible, même effet que le temps partiel. Repenser l'organisation du travail productif. Bon, là, vous avez dit il y a 1000 solutions. Vous avez dit 1000 solutions. On voit bien que cette philosophie, elle peut être plus ou moins utopique. On y va. Repenser l'organisation du travail productif et notamment réduire collectivement la durée du travail. Ne pas imposer des journées à la rallonge, voire du travail illimité pour les cadres supérieurs qui travaillent, on le dit, à partir d'un certain niveau. En fait, on travaille le soir et le week-end et les vacances. C'est un modèle culturel franco-français hérité, mais qui se renouvelle avec le modèle des start-up et des grands cabinets conseils. Et cette orientation, elle n'est pas demandée que par les mères, elle est aussi demandée par les jeunes pères qui veulent voir leurs enfants en semaine autrement qu'en pyjama. Ça n'a jamais pas été évoqué encore. Ne pas imposer la mobilité géographique répétée avant 50 ans comme la condition sine qua non de la promotion ou comme une stratégie de distinction survalorisée avec une prime aux expatriés qui, quand on regarde leur mode de vie, ont des modes de vie beaucoup plus conservateurs que leur génération, parce que l'expatriation repose souvent sur le sacrifice de sa conjointe. Et aménager plutôt des mobilités géographiques régionales, fonctionnelles, des mobilités en début de carrière, voire osons, en fin de carrière pour les seniors, quand les enfants sont autonomes. Et d'ailleurs, promouvoir les candidatures de femmes seniors. On ne doit pas féminiser qu'avec des jeunes femmes, alors que les femmes seniors sont davantage sujettes à la discrimination sur l'âge en fin de carrière, et je sais que c'est un des dossiers de l'APEC. Enfin, les patrons ne doivent plus tolérer ou protéger les agresseurs sexuels sur le lieu de travail. Mais quel est le lien entre le plafond de verre et les violences sexistes et sexuelles, me direz-vous ? Eh bien, parce que, en dissuadant par une politique tolérance zéro des sanctions lourdes et rendues publiques, vous évitez que les femmes de talent ne s'étiolent et progressivement fuient les environnements toxiques, ce que l'on voit dans le numérique. Donc, il faut croire et protéger les femmes qui parlent, même quand il s'agit d'un collaborateur indispensable, même quand il s'agit d'un gros client. Et sur ce point, tous les secteurs d'activité, et pas seul le cinéma, doivent agir. Merci beaucoup pour votre écoute.